Alors, ensuite, profession. D'abord, la répartition des travailleurs sur le niveau de compétence. Niveau de compétence, c'est une classification définie par le Statistique Canada, StatCan. Il y a 5 niveaux de compétences. Gestion professionnelle, technique, intermédiaire et élémentaire. Les natifs et les immigrants originaires des États-Unis et des pays de l'Europe de l'Ouest sont davantage présents dans les 3 premiers niveaux. C'est le bleu, rouge et vert, dans les 3 premiers niveaux. Ça veut dire gestion professionnelle et technique. Ça représente à peu près 60%. Mais les immigrants du Sud sont surreprésentés dans les 2 derniers. Dans les 2 derniers, soit intermédiaire et élémentaire. C'est-à-dire que les immigrants du Sud sont situés plutôt à segment inférieur de l'échelle professionnelle. Alors, concentration professionnelle. À l'aide de certaines méthodes, nous pouvons calculer le degré de concentration professionnelle chez les immigrants. Les travailleurs immigrants, ça c'est le secteur salarié. Le premier colonne, ce sont des professions dans lesquelles les immigrants du Sud sont surreprésentés. Et le deuxième, sous-représentés. Ça, c'est le secteur autonome. Alors, les immigrants du Sud sont surreprésentés dans le segment inférieur de l'échelle professionnelle et se concentrent souvent sur des professions semi-qualifiées ou peu qualifiées. Par exemple, la fabrication, les ventes de services, le commerce de détail et de co, etc. Cela conduit à une déqualification chez les immigrants, réduisant leurs revenus. Et la concentration professionnelle semble plus importante dans le secteur autonome. C'est-à-dire que les immigrants se concentrent plus sur le travail autonome. Voilà. Donc on va voir le travail autonome. Les immigrants ont joué un rôle important dans le développement de ce phénomène. La proportion des immigrants travaillant de façon autonome est généralement supérieure à celle des natifs. Alors, pourquoi les immigrants se sont concentrés sur le travail autonome? Il y a plusieurs explications. Certains immigrants peuvent être poussés vers le travail autonome par volonté d'échapper à un salaire trop faible et ou à la discrimination dans un emploi salarié ou éviter les difficultés liées à la recherche d'un emploi salarié. Par exemple, moi, j'ai choisi le travail autonome. C'est parce que je ne peux pas trouver un job correct dans le secteur salarié. Je suis poussé par des
par des difficultés ou des obstacles rencontrés dans la recherche d'un emploi. Certains autres sont attirés par le travail autonome pour développer une idée d'affaires ou avoir plus de flexibilité ou parce que les professionnels les obligent. Des autres immigrants, ils choisissent le travail autonome. C'est parce que pour eux, le travail autonome est plus rentable. Ils possèdent des avantages dans ce secteur. Au Canada, la diversité du travail autonome est particulièrement pertinente dans le cas des immigrants. Certains d'entre eux sont choisis spécifiquement pour leurs attributs entrepreneuriaux. Nous avons des programmes d'immigration pour attirer des gens d'affaires, des entrepreneurs, pour développer de petits et moyens d'entreprise, pour créer des emplois. Alors, le taux de participation au travail autonome. Le taux du travail autonome est plus élevé chez les immigrants que chez les gardiens de naissance. Ça, c'est les bleus, les histogrammes bleus représentent les natifs, et le rouge, les immigrants. Vancouver se place au premier rang. Ça c'est le niveau national. Puis les trois camps métropolitains. Vancouver, Toronto et Montréal. Alors, taux de participation au travail autonome selon la région de naissance. Les personnes originaires du Moyen-Orient et d'Asie de l'Ouest, d'Asie de l'Est ou du Sud-Ouest sont les plus susceptibles de travailler de façon autonome. Alors, revenu moyen. Dans les deux groupes, les travailleurs autonomes gagnent plus que les homologues salariés. Donc, on peut dire que l'écart de revenus entre travail autonome et travail salarié est la plus importante motivation de participer à l'emploi autonome. C'est-à-dire que la participation au travail autonome est essentiellement motivée par un écart de revenus. Alors, effet du diplôme sur les participants au travail autonome. Le diplôme en médecine renforce fortement la probabilité de participer au travail autonome. Au contraire, détenir un diplôme de doctorat réduire cette probabilité. Alors, nous pouvons, en aide des méthodes statistiques, nous pouvons simuler la relation entre la propension de participer à travail autonome et l'écart de revenus entre secteurs autonomes et secteurs salariés. Alors, vous voyez, de façon générale, la propension à travailler de façon autonome augmente avec l'écart de revenus. C'est-à-dire que plus l'écart de revenus entre travail autonome et travail salarié est important, plus la propension est forte. Mais son effet varie selon la région.
D'abord, ça ceci, c'est le cas de Vancouver. C'est le cas de Vancouver. Vancouver, la probabilité est très sensible dans les cas de revenus. À Vancouver. Mais à Toronto, c'est une autre chose. À Toronto, à rouge. À Toronto, la probabilité de participer au travail autonome reste presque constante en dessous d'un certain niveau de cas de revenus. Mais à partir de ce seuil, l'augmentation est rapide. Donc, il semble qu'il existe un certain seuil ou un rendement de réserve. Pour participer à Toronto, ça veut dire que pour participer au travail autonome, il faut que le travail autonome soit suffisamment rentable. Sinon, on ne participe pas. Sinon, on ne fait pas. Sinon. Alors, le cas de Montréal. Le cas de Montréal, l'effet est très faible. L'effet est très faible. Le cas de revenus sur la participation au travail autonome est vraiment faible. Beaucoup de l'échelle. Comment on peut revenir? Vous voyez? L'échelle de Naxi-Craig, ça c'est 0 jusqu'à 1. Mais à Montréal, c'est 0,02. Ça veut dire que l'effet est presque nul. Peut-être une partie importante des indépendants de Montréal, en particulier les nouveaux arrivants en provenance des pays en développement, occupent des activités inférieures. Par exemple, dépanneurs, chauffeurs de taxi, etc. L'activité indépendante, dans ce cas, est plutôt motivée par des facteurs de rétribution. Essentiellement représentés par les obstacles et désavantages qu'ils rencontrent lors de leur intégration sur le marché du travail salarié. Alors, le travail autonome, dans le secteur autonome, il y a deux segments. Parce que le secteur autonome est très hétérogène par rapport au secteur salarié. Dans le secteur salarié, la variance du revenu est relativement faible. Mais dans le secteur autonome, il y a deux segments. Un segment inférieur ayant toutes les caractéristiques des emplois secondaires, faible rémunération, liberté totale d'accès, etc. Et un segment supérieur avec des rémunérations importantes, des barrières élevées à l'entrée et un certain niveau de capital physique et humain. Par exemple, des médecins, avocats, de grandes entreprises, ou des entreprises, comment on dit, transnationales. C'est pas, donc la motivation est différente. Alors, donc, en fait, dans un article, nous avons essayé d'identifier les facteurs qui déterminent la participation à l'emploi autonome. Dans l'ensemble, la participation au travail autonome a augmenté le niveau de revenus des immigrants.
Cependant, son effet sur la distribution de revenus n'est pas uniforme au cours du temps. Alors, ce graphique illustre l'effet de la participation au diplôme sur la croissance de revenus. L'axe X, c'est la population, ou les individus ou ménages, classés selon le revenu individuel, classés selon le niveau de revenu, de bas en haut. Ça veut dire, ce côté-là, ce sont des travailleurs non qualifiés, ou des pauvres. Et de l'autre côté, ce sont des travailleurs qualifiés. Alors, ce sont des travailleurs qualifiés et travailleurs non qualifiés. En 1991, le travail autonome a essentiellement concerné les immigrants qui auraient été confrontés aux difficultés les plus importantes sur le marché du travail salarié. Ça veut dire que, autrement dit, en 1991, la participation au travail autonome a significativement augmenté les revenus des pauvres travailleurs non qualifiés. C'est-à-dire, donc, ces parties ont été attirées par le travail autonome. Pour eux, le travail autonome est beaucoup plus rentable. Donc, l'emploi indépendant des immigrants a ainsi été motivé par l'écart de revenus entre travail indépendant et travail salarié, ou par une force d'attraction du secteur indépendant. Ça, c'est le cas de 91. Mais en 2006, l'effet du travail autonome sur la distribution de revenus s'est traduit plutôt par une baisse de revenus chez les immigrants qualifiés. Ça veut dire que pour les travailleurs qualifiés, il aurait dû obtenir un revenu élevé sur le secteur salarié. Par contre, comment il ne pouvait pas trouver un poste qui correspondant à leurs compétences, ils ont oublié de se détourner vers le secteur autonome. Cela a réduit les revenus. Parce que ça, c'est le taux de croissance de revenus, c'est négatif. Donc, ils ont vu une diminution de revenus. Bon, les difficultés, donc ils ont été plutôt motivés par une force de répétition. Les difficultés sur le marché du travail salarié a forcé une partie des immigrants qualifiés à se tourner vers un emploi indépendant. Okay. Inégalité de revenus et pauvreté. D'abord, ça c'est l'évolution de l'incidence de la pauvreté. L'incidence de la pauvreté, ça veut dire que la proportion des pauvres. La proportion des individus ou des ménages dont le niveau de revenu est inférieur au seuil de la pauvreté. Ça, c'est une proportion. La pauvreté a augmenté pendant la période de récession économique. Puis chez les natifs, a diminué. Les immigrants du Sud ont toujours le niveau de pauvreté le plus élevé.
se varier autour de 30%. En début d'une diminution significative de la pauvreté entre 2006 et 2011, la pauvreté n'est pas encore retombée au niveau 91. Par contre, chez les natifs, la pauvreté a augmenté pendant la récession et a continuellement diminué pendant la période d'expansion. Alors maintenant, on reprendre une figure qu'on a vue tout à l'heure, c'est l'évolution du revenu moyen. Intuitivement, lorsque le revenu augmente, la pauvreté doit diminuer. Par contre, vous voyez, chez les immigrants du Sud, le revenu moyen, ça c'est le revenu réel, a augmenté, mais la pauvreté a persisté. Alors, comment expliquer ce phénomène? Inflation. Non, l'effet de l'inflation a été éliminé. C'est-à-dire que l'inflation concerne tous les coupes. Vous dites pouvoir d'achat, le prix. Oui, ici, nous avons déjà, puisqu'on parlait du revenu réel, donc on a déjà éliminé l'effet d'inflation. Si c'est l'effet d'inflation, c'est l'effet doit influencer tous les coupes, pas seulement les immigrants du Sud. Parce que la vie a augmenté aussi. La vie? La vie a augmenté aussi, le coût de la vie. Le coût de la vie, mais c'est pour tout le monde. Mais c'est ça qu'il dit, le revenu réel, c'est... Oui, c'est réel, oui. Alors, regardons un exemple. Ça, c'est le revenu initial. Ça, c'est individu ou ménage classé selon le niveau de revenu, de bas en haut. OK? Ça, par exemple, ça, c'est la partie la plus pauvre. Ça, c'est la partie la plus riche. Alors, par exemple, pendant une période d'expansion, tout le monde a connu une augmentation de revenus. Mais si le taux de croissance de revenus est plus important chez les pauvres, la pauvreté sera atténuée et l'inégalité diminuera. Parce que vous voyez, la société devient plus égalitaire. Parce que, autrement dit, ce sont les pauvres, dans ce cas, ce sont les pauvres qui ont bénéficié plus de l'augmentation de revenus. Dans ce cas, la pauvreté va diminuer. Alors, une autre possibilité. Si ce sont les riches, qui ont connu un taux de croissance de revenus plus important, la pauvreté persistera parce que les riches sont devenus plus riches. Et l'inégalité augmente. La société sera plus inégale. Donc, il faut, dans l'analyse de l'inégalité de revenus et de la pauvreté, il faut identifier le taux de croissance de chaque segment de la population. Alors, ça c'est l'inégalité de revenus. Nous avons utilisé une mesure qui s'appelle l'indice de Gini. Pour chaque sous-coupe, l'inégalité de revenus mesurée en net d'indice de Gini
qui croît avec le degré d'inégalité a augmenté, puis pendant la première période, sous-période, puis a légèrement diminué entre 2006 et 2011. L'inégalité est plus importante au sein des groupes d'immigrants, surtout chez les immigrants du Sud. Il semble exister une relation importante entre l'immigration et l'inégalité, en raison de l'hétérogénéité du groupe des immigrants. Alors, ça c'est le taux de croissance de revenus pour chaque groupe et pour chaque personne ou chaque segment de la population. Ce côté-là, c'est le segment inférieur, les pauvres. Et l'autre côté, ce sont les riches. Des individus mais les riches, parce que la population classée selon le niveau de revenu. Ça, c'est le taux de croissance de revenus pendant la période de 1991 et 1996. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? D'abord, il faut remarquer que d'abord, pour tous les trois groupes, pendant cette période, le taux de croissance de revenus est négatif. Ça veut dire que tous les groupes ont connu une diminution du revenu réel pendant cette période. Alors, cette diminution a été plus accentuée pour les immigrants du Sud. Ensuite, ce sont les pauvres qui ont connu une diminution plus importante. Alors, la baisse de revenus pendant cette période semble plus importante pour les plus pauvres, ce qui explique l'augmentation de l'inégalité pendant cette période. Les pauvres sont devenus plus pauvres pendant cette période. Et pour les parties riches, la diminution est moins importante. Donc ce sont les pauvres qui ont été plus touchés par cette période de récession. Alors, la période suivante, une période d'expansion. Pendant cette période, tous les trois groupes ont connu une augmentation générale du revenu. Chez les natifs, d'abord, chez les natifs, bleu, la hausse du revenu est importante pour une grande partie des segments pauvres. Parce que c'est une coupe en forme de U. Une hausse, on peut avoir une hausse de revenus importante dans la partie pauvre, ce qui réduit l'inégalité au sein des natifs. Oui, voilà. Chez les immigrants du Sud, la hausse de revenus est plus importante pour les catégories moyennes et les riches. C'est-à-dire que les pauvres, chez les pauvres, la documentation est plus faible. Donc, ce qui a aggravé l'inégalité. Donc, chez les immigrants du Sud, les riches sont devenus plus riches.
Ok, conclusion. Quelques discussions et implications. Les immigrants issus des pays et régions en développement se trouvent dans une situation défavorable sur le marché du travail. Ils ont dans l'ensemble un taux d'emploi significativement inférieur au taux moyen. De plus, leur revenu moyen est largement en dessous de la moyenne. L'éducation joue un rôle important. Pour les immigrants du Sud, l'effet du niveau d'études sur la probabilité de détenir un emploi et sur le revenu du travail est généralement beaucoup plus faible. Chez les natifs et les immigrants du Nord, plus le diplôme est élevé, plus l'effet positif du niveau d'éducation sur la performance au marché du travail est fort. Par contre, cet effet ne varie pas beaucoup selon le niveau de diplôme chez les immigrants du Sud. Autrement dit, l'insertion des immigrants du Sud sur le marché du travail dépend de certains facteurs autres que le diplôme. Alors, le niveau des études est un facteur important qui affecte l'emploi et le revenu des immigrants du Sud. Un diplôme obtenu dans un pays comme les États-Unis ou un pays de l'Europe de l'Ouest augmente significativement le taux d'emploi et de revenus, indépendamment du niveau d'éducation. Par ailleurs, plus le diplôme obtenu dans un autre pays est élevé, plus son rendement relatif est faible. Ça veut dire qu'ici, pour un diplôme obtenu dans un pays du Sud, le niveau, il n'y a pas de différence entre le niveau baccalauréat et le doctorat n'est pas très importante. Les activités indépendantes ont isolé ces immigrants des difficultés sur le marché du travail salarié, mais ont réduit la rentabilité du capital humain. L'opportunité d'emploi et la mobilité professionnelle. Cette situation pourrait élargir l'écart de revenus entre ces groupes et des autres groupes favorisés, tels que les natifs et les immigrants du Nord. Les immigrants du Sud ont été le plus touchés par la période de récession. Ils ont enregistré une détérioration du niveau de revenus réels pendant la période de récession, plus accentuée dans le cas des plus pauvres. Et ils ont aussi connu un rythme plus lent de hausse de revenus pendant la période d'expansion. Alors, une explication possible est que, plus récemment arrivés sur le marché du travail, ils n'occupent que des postes secondaires, moins rémunérés pendant la période d'expansion, et qu'ils font face à une instabilité d'emploi et de revenus plus importante que les natifs et les immigrants du Nord. Alors, les classes pauvres ont été plus touchées par les fluctuations économiques et elles ont subi une détérioration plus significative de revenus pendant la période de récession et une amélioration moins importante pendant la période de forte expansion économique. Ce qui a aggravé non seulement les inégalités entre les immigrants du Sud et les autres groupes, mais aussi aggravé l'inégalité au sein de ces groupes, de chaque groupe ethnique. Voilà, puis une liste de références.
Je vous remercie de votre attention. Merci.